Bonjour à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui parmi nous. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de au-delà de la technologie, l'ère des API et des business models digitaux. Autour de la table, Xenia Goncharova, Head of Sales de Comarch, Jordan Julie, co-founder de DeFacto, Antoine Zweffel, Programme Leader Tech for Business and Open Finance de BPCE, et Emmanuel Pabadacci Stefanopouli de la Fabrique by CA. Bravo. Je ne me suis pas entraîné. Une fois, c'est pas moi le nom le plus compliqué. Donc, je m'appelle Ashraf Ayadi, je suis CEO d'Altavo Partners, un cabinet de conseil qui accompagne tant les banques et les fintechs dans leurs projets de transformation. Et je suis très heureux d'animer cette table ronde encore une fois. Merci à Finance Innovation pour la confiance encore. Donc, pour commencer, en fait, je voudrais m'adresser, bien sûr, tout ça est bien préparé. Donc, je voulais d'abord m'adresser à Xenia autour de quelles sont en fait les approches différentes et les retours d'expérience que vous pouvez partager en tant que Comarch sur les implémentations d'API chez vos clients. Quel recul vous pouvez nous partager aujourd'hui? D'accord. Bonjour à tous et merci Ashraf pour la question. Je vais peut-être commencer par quelques mots sur Comarch pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore et cela explique en partie notre intérêt pour le sujet. Donc Comarch, on est un éditeur d'applications métiers pour banque et assurance, notamment sur tout ce qui est le digital pour les clients entre PME et entreprises. Et donc, on était historiquement présents sur les métiers du cash management, des financements, de la facturage, de supply chain, etc. Et maintenant, depuis plus récemment, on accompagne également nos clients qui souhaitent profiter de notre techno pour s'ouvrir vers le monde externe, mettre en place de nouvelles offres digitales ou créer des écosystèmes de services numériques pour leurs clients, surtout des clients B2B dans notre cas. Donc, je pourrais parler un petit peu de nos observations en B2B. Les autres intervenants pourront peut-être compléter pour les clients particuliers. Mais en tout cas, pour répondre à la question, je pense qu'on voit deux types de réflexions autour des API. Et la première réflexion est plutôt en usage tactique, si je pourrais l'appeler comme ça. Donc en fait, plutôt du point de vue architectural, profiter de l'APIisation, notamment pour améliorer les processus, les produits existants, etc. Par exemple, en enrichissant les données ou bien en découpant les processus en plusieurs parties et en utilisant par exemple des briques externes dans les processus d'octroi de crédit. Donc en fait, pour améliorer la connectivité, apporter quelques briques fintech, des éléments d'agilité dans les processus existants. Donc ça, c'est le premier usage, je dirais, assez répandu et qui apporte beaucoup de valeur dans l'excellence opérationnelle. Mais on voit aussi une réflexion plus d'ordre stratégique, je dirais, donc vu plutôt comme un levier de croissance et qui implique souvent un repositionnement commercial. Donc les modèles actuellement, il y en a beaucoup, il y a des marketplaces, le Beyond Banking, le Banking as a Platform, Embedded Finance, et je peux continuer encore, il y en a pour tous les goûts. Mais très simplement, il s'agit de soit d'exposer des API comme produits techniques ou bien des produits digitaux en marque blanche pour acquérir de nouveaux clients, ou bien consommer des services externes pour enrichir l'offre digitale pour les clients existants. Donc on agit à la fois sur l'acquisition des clients, mais aussi sur la fidélisation des clients existants et sur l'expérience client. Et donc, avec ces deux usages, à mon avis, en tout cas en B2B, la tendance qui se dégage, c'est la popularité des écosystèmes. Donc, les marketplaces et les écosystèmes des services et de produits numériques. Je pense que pour les pros entrepreneurs, notamment ici en France, c'est déjà quasiment un fait accompli.
avec la banque au quotidien, la création de l'entreprise, le dépôt de fonds, comptabilité, etc., qui font partie du même package. Et je pense que c'est dans le même sens que ça évolue pour les PME, donc disons en segment au-dessus. Et c'est là qu'on voit les prochaines innovations arriver. C'est ça ce qu'on voit comme le prochain champ de bataille entre les fintechs, les néobanques et les banques. Et peut-être le dernier point pour répondre à la deuxième partie de ta question. Le retour d'expérience, c'est vrai que les premiers projets ont été très riches en apprentissage. Et s'il y a une clé de réussite que je pourrais nommer, je dirais que c'est l'agilité. Donc les clients avec qui on travaille, les projets les plus réussis, je dirais c'était les projets où il y a eu de l'agilité, à la fois au niveau de la gouvernance, de la culture de travail, mais aussi dans la techno, donc en fait pour pouvoir implémenter rapidement et tester rapidement. Merci Xenia. Antoine, lorsqu'on voit le retour d'expérience partagé par Xenia à l'instant des projets menés par Comarch, on se dit qu'avant d'arriver là, il y a très certainement des prérequis et à travailler, que ce soit des prérequis métiers ou des prérequis techniques. Est-ce que tu peux partager un peu ta vision des prérequis avant de pouvoir réussir des projets, justement? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être ici. Donc, je pense qu'il y a des prérequis qui sont à la fois de l'ordre culturel, stratégique, organisationnel et technique. Et donc, je pense que le plus important au départ, c'est l'acculturation massive du top management jusqu'à toutes les équipes métiers IT sur le pouvoir transformant des API. Parce que en fait aujourd'hui on est dans un monde de plus en plus ouvert et digital et que en fait on peut plus faire sa stratégie tout seul. Il faut faire partie d'un écosystème où il faut être relié, interconnecté avec ses clients pour donner plus de transparence sur les opérations qu'on fait dans la banque, avec ses partenaires, qu'ils soient distributeurs ou fournisseurs, avec les organismes de place, avec les plateformes de marché aussi, qui sont en train de se construire sur certains marchés où si on n'est pas référencé, en fait, on perd des parts de marché. Et donc, ça nécessite vraiment de faire une grosse acculturation et de convaincre toute l'entreprise, dont le top management, de dire les API, en fait, c'est le moyen qui va nous permettre de s'interconnecter avec tous ces acteurs du marché et de prendre la place qu'on a envie de prendre sur ce marché. Et du coup, le deuxième prérequis, c'est une fois qu'on a dit ça, de construire sa vision stratégique. Donc, de se dire, finalement, il y a deux questions. La première, c'est quelles sont les activités cœur que j'ai envie de développer grâce à des API et donc où je vais être fournisseur de services pour les autres acteurs du marché, donc serviciser en fait son offre. Et donc là, on parle de l'embedded finance, du bank as a service, et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que on va choisir des partenaires clés qui vont distribuer les offres de la banque et les services financiers vont être intégrés dans les parcours clients de ces partenaires. Alors si c'est en retail, ça va être dans les sites des marques préférées des clients du retail. Si c'est en B2B, ça va être les intermédiaires, les outils des entreprises. Donc ça va être les logiciels de gestion, les ERP, les logiciels de compta, RH, achat, etc. Et donc l'embedded finance, donc finance c'est au sens large, donc c'est les paiements, l'épargne, les investissements, les assurances, et donc que tout soit accessible depuis ces acteurs tiers. Et donc ça c'est vraiment stratégique comme finalement réflexion, et de se dire ensuite l'autre niveau, c'est la banque. La deuxième question, c'est la banque as a platform, c'est-à-dire quelles sont les activités ou les services à valeur ajoutée que je ne vais pas produire moi-même, mais où je vais aller les chercher en externe, et aussi quelles sont les offres sur lesquelles je vais en fait créer un écosystème de partenaires avec des offres non bancaires qui vont compléter tout mon en fait activité cœur financière. Et donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a une vision, après, le plus important, c'est le sponsorship. Il faut qu'il y ait un énorme sponsorship au plus haut niveau de l'entreprise, également métier et IT, parce que ça concerne aussi bien l'IT que les métiers. Et évidemment, dégager un budget nécessaire, parce que les API, ça coûte cher à développer. C'est un temps supplémentaire et ce n'est pas un réflexe partout.
Et donc, le principal problème étant que le ROI, il est difficile à démontrer sur le court terme, mais pourtant, qu'on pourrait presque dire que c'est une question de survie. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, demain, on ne pourra pas s'interconnecter, comme on a dit, pour faire de l'embedded finance, pour être connecté à tout l'écosystème de nos clients. Et donc, ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Après, il y a évidemment toute la gouvernance à mettre en place et donc une roadmap stratégique en disant on va commencer à apaiser tels référentiels, telles offres, telles applications qui vont communiquer entre elles. Et après, donc, il y a tout ce qui est organisationnel aussi, de se dire que c'est un nouveau produit et un nouveau canal de distribution digitale. Et donc, comment en fait je mets l'organisation qui va bien, notamment tout ce qui est équipe commerciale. C'est des nouveaux produits à vendre qui sont très nouveaux pour les équipes commerciales. C'est aussi 24/24, 7 jours sur 7, donc toutes les opérations support. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est les réflexes d'API first, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les équipes IT et produits se disent dès qu'ils créent un projet, on va le faire en API. Et le design d'API qui est hyper important pour être sûr que ça répond aux besoins et qu'il va y avoir une expérience utilisateur qui soit sans couture. Merci, merci beaucoup, donc Antoine. Donc maintenant, lorsqu'on écoute Xenia sur le retour d'expérience de la création d'écosystèmes autour de ces API, et puis on écoute les prérequis, on a envie de se poser la question, mais finalement, Emmanuel, le niveau de maturité des API, en quoi permet-il d'accélérer l'esprit de collaboration entre startups, entre pépites, toi qui travailles au milieu, justement, dans la couveuse à pépites. Oui. Comment dire, je vais être un peu caricatural, exprès à des fins pédagogiques. Et merci beaucoup Antoine pour ton exposé. En fait, ça montre à quel point comment à la fois il y a un startup studio et un grand groupe, en fait, la combinaison des deux marche assez bien. Tu parlais du fait que les API étaient un actif stratégique. Et vu d'une startup, donc nous à la fabrique on en crée 2 par an, mais il y a tout l'écosystème des fintech que représente typiquement et dont va parler Jordan tout à l'heure. En fait, les API pour une startup, c'est, je dirais, un sujet purement financier. Alors, je vais le développer. Ça peut paraître bizarre. C'est tout sauf de la tech. Parce qu'une API, par structure, c'est pas de la tech, c'est un copier-coller. Donc, si elle est bien faite, il n'y a pas de tech. Et financier, pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, à chaque étape du processus de création d'entreprise, on se pose une question qui est cette bout de la technologie que je suis en train de créer. Enfin, une start-up, c'est 60% des charges, c'est du développement informatique. Donc, on ne peut pas réduire une start-up à de la tech, mais quand même, c'est une grosse partie. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que cette bout de tech, est-ce que je la construis? Est-ce que je la loue? Ou est-ce que je l'achète? Quand je la construis, en fait, la valeur d'une start-up, c'est la capacité, je dirais, à créer un actif technologique qui va pouvoir être, je dirais, travailler avec des tiers, certes, mais de céder demain à des grands acteurs. Parce que la plupart des startups dans le secteur financier, bon, alors, on verra, mais la plupart du temps, c'est céder à un grand groupe derrière. Donc, une fintech qui n'est pas APIisée et pas intégrable facilement à un grand groupe demain, en fait, elle a moins de valeur. Donc, vu de la startup, le fait d'APIiser son écosystème, c'est aussi protéger sa valeur patrimoniale pour le futur et permettre au travail que tu fais, voilà, avec beaucoup d'efforts, de faire en sorte de pouvoir intégrer demain une startup de la fabrique, une fintech en tout genre, etc. Voilà. Sur la location, le rent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une startup a de la valeur si elle est capable de démontrer que par rapport à un acteur traditionnel, elle croît très vite. Et quand on loue un service, en fait, on achète on the shelf quelque chose d'un peu cher, mais qui permet de coder en 2 jours. Enfin, le sujet de Stripe qu'on connaît, c'est qu'on monte des sites, on code le paiement vraiment en 2 heures, quoi. Enfin, 1 heure. Donc gérer le fait de louer le service et de pouvoir coder un bout de service en 2 heures, en 2 jours, c'est ça qui donne de la valeur à une startup créée à la fabrique typiquement. Et ça peut être fait qu'avec des API. Si on doit commencer à se mettre d'accord sur un protocole, sur un lieu, un endroit où on pose des fichiers, ça marche pas, quoi. C'est en jours, c'est en années, etc. Et le dernier, c'est le bail. Nous, il nous arrive régulièrement, lorsqu'on veut concevoir une startup, d'acheter des bouts
de startups qui existent déjà, etc. Donc on achète l'actif et on le met chez nous. Et en fait, une startup ou un bout d'actif techno ou une entreprise qu'on rachète, elle a de la valeur que si nous-mêmes on peut l'intégrer facilement. Et si elle n'est pas en API, honnêtement, le dossier, on ne l'ouvre même pas, quoi. Parce que voilà, une startup, quand elle démarre, on est 10, 12. Si on doit se faire un projet d'intégration et des technos qui sont exotiques, on ne fait même pas. Voilà. Donc je dirais, j'étais un peu caricature en disant que API, pour moi, égale surtout un sujet financier, mais au sens, ça donne la valeur patrimoniale à une startup qui se crée. Et l'autre point que je voulais préciser, c'est que, et je le dis parce que dans le secteur financier, c'est peu compris, la plupart des API de place qui existent, c'est la DSP2. On ne va pas revenir dessus, qui ont une particularité dans le monde entier, c'est que c'est la seule API de la Terre que je connaisse qui est gratuite. Mais les API normales, j'ai eu la chance de bosser dans le monde du retail, enfin, je veux dire, c'est un deal business. J'échange contre une API, je te donne un prix I en fonction des données que tu m'échanges et vice-versa. Et souvent même des coups à 3 bandes, où je fais un business à marche négative d'un côté, mais je vais refaire au bout d'un autre acteur à droite. Voilà. Donc derrière les API, c'est surtout un modèle économique. Et là, je sais que l'inventivité de l'humain, elle est incroyable. C'est qu'en fait, en fonction de chaque business, de chaque segment, on invente des choses toujours aussi différentes. Moi, dans ma carrière, ça fait 15 ans que je fais de l'API tous les jours. Je découvre toujours des modèles économiques incroyables. Voilà. Et donc, je dirais que derrière l'API, c'est avant tout la donnée. Et qui la traite, qui la enrichit et à qui je peux revendre derrière. D'ailleurs, vous savez, la magie, c'est que la donnée, ça peut se revendre X fois. C'est quand même la seule denrée, la seule ressource quand même qui est à l'infini. Voilà. Donc je voulais juste terminer par ça, c'est que donc quelque part, pour répondre in fine à ta question, la maturité des API, en fait, elle dépend je dirais, de la manière comment l'API elle est au cœur de l'entreprise qui l'utilise. Aujourd'hui, pour une très grande banque, donc cité BPCE, mais bon, c'est pas dans le nom du Crédit Agricole, BNP, ça a une valeur qui est relative parce que c'est pas tellement au cœur totalement. S'il n'y a pas d'API parfaite dans tout BPCE, au BPCE s'écroule pas, pareil pour les autres banques. Pour une startup, c'est différent. S'il n'y a pas d'API, la boîte elle n'existe pas. Et au fur et à mesure, et je pense que dans la durée, en fait, on va se rejoindre avec une importance stratégique de ce protocole d'échange qui est en fait au cœur du modèle économique, sans doute, si on se reparle dans 10 ans, quoi. Justement, c'est la bonne perche parce que je regarde Jordan qui dirige une boîte qui est censée être API first. Mais pas censé. Hein. Ben, On l'est vraiment. vous l'êtes résolument conduit par l'expérience précédente aussi de création. Mais est-ce que tu écoutes autour de la table et surtout enfin, l'intervention d'Emmanuel de grosses structures institutionnelles qui, par définition, ont des systèmes d'information particulièrement complexes avec des interfaçages divers et variés sur des technologies diverses et variées, ne s'écrouleront pas parce qu'ils ne sont pas full API partout. Mais est-ce que tu partages l'avis que, en fait, l'API est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui pour une institution financière innovante ou une fintech innovante? Moi, je retiens surtout de l'intervention d'Emmanuel que si tes ingénieurs peuvent coder l'API de Stripe en 1 heure ou 2, on va venir essayer de les débaucher. Ouais, on va essayer. Non, mais peut-être plus sérieusement. Donc oui, de facto, on essaye d'être du coup donc ce qu'on fait, on fait du crédit pour des PME et du crédit court terme. Et notre différenciation, c'est qu'on essaie de se positionner en quelques secondes pour les entreprises qui viennent nous faire des demandes de crédit. Et donc effectivement, on a pris le pari stratégique. Donc on se qualifie d'entreprise financière parce que on a également été chercher une licence de société de financement qu'on a eu il y a quelques mois. Et donc effectivement, nous, on a pris le pari stratégique d'être API first quand on a créé la boîte. Alors, donc, ça veut dire plusieurs choses. C'est que déjà, d'un point de vue produit, quand on imagine des fonctionnalités, on va d'abord en fait, considérer qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue API. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va être le modèle de données sous-jacent? Comment est-ce que des ingénieurs vont pouvoir en fait, venir interagir avec ces API? Et ça, c'est la base de tout. Une façon de prouver qu'une entreprise est API first, c'est que sa documentation API, c'est une partie de son produit et donc elle doit être publique. Et donc nous, ça nous tient à cœur en fait d'avoir une documentation qui doit être la plus claire possible parce que les ingénieurs de nos potentiels partenaires sont finalement nos clients. Et donc les principaux impacts quand on décide d'être API first, c'est que premièrement, dans un processus de vente, les ingénieurs de nos clients sont finalement des key decision makers, disons.
Le deuxième impact qu'on observe, c'est sur notre modèle de distribution. Il y a un chariot qui... c'est très déstabilisant. Donc, je dirais que en plus il est invisible. Donc, le deuxième impact, c'est sur notre modèle de distribution. Donc, lorsqu'on a décidé d'être API First, en fait, on s'est dit qu'on allait se distribuer via des partenaires qui allaient intégrer notre API. Et donc, c'est là que je rejoins Antoine, c'est qu'on croit très très fortement dans tout ce qui est embedded finance. Donc, on est convaincu que le futur des services financiers vont être embarqués dans des outils tiers du quotidien de nos clients, en particulier nous les PME. Et donc, en fait, nous, notre modèle d'acquisition client, c'est via des entreprises qui intègrent du coup notre offre de crédit. Par exemple, on travaille avec des logiciels de compte à gestion comme Pennylane, des néobanques comme Conto et des marketplaces. Et donc, ce modèle de distribution-là, je dirais, c'est un véritable pari stratégique dans notre capacité derrière à acquérir des clients. Et ça permet finalement du coup d'offrir une expérience en termes de services financiers qui va être du coup embarquée dans les outils de nos clients, qui du coup va être extrêmement simple à utiliser, extrêmement rapide. Nous, on promeut du coup un accès au crédit qui se veut instantané, et ça, c'est permis parce qu'on peut interagir avec nos clients directement dans le contexte de leurs outils. Par exemple, une entreprise, lorsqu'elle gère sa trésorerie sur son outil préféré, et ben, en quelques clics, elle peut décider d'agir dessus et donc de demander, par exemple, un crédit de trésorerie dans le cadre de facto. Et donc ça permet du coup d'offrir, je dirais, des services de manière extrêmement customisable, extrêmement simple et extrêmement rapide. Merci beaucoup, Jordan. Donc, lorsqu'on voit tous ces constats, Xenia, maintenant, comment font en fait vos clients lorsqu'ils mènent des projets API pour valoriser ces API en interne, surtout lorsqu'il s'agit de grands groupes? Quels sont un peu les phénomènes sous-jacents à cette adoption et à cette valorisation? J'aime beaucoup cette question parce que quand on parle des API, souvent on parle de l'innovation, les partenariats qui font rêver, pas partenariats qui font rêver, les partenaires externes, etc. Mais c'est un peu comme Emmanuel a expliqué, les API sont au cœur de l'entreprise. Et s'ils sont au cœur de l'entreprise, ce serait dommage de ne pas en profiter pleinement aussi au sein de l'organisation. Et il ne faut pas oublier qu'on est souvent dans un contexte de grands groupes avec plusieurs entités, plusieurs filières, plusieurs lignes de métier, souvent avec des silos, avec des systèmes informatiques qui ne se parlent pas toujours ou très peu. Et donc, j'ai un exemple que j'aime bien citer, en cas très concret d'un groupe bancaire avec qui nous avons travaillé chez Comarch, qui a décidé en fait de profiter de l'APIisation de leur système pour rapprocher les entités du groupe. Donc ici, on avait d'un côté la banque de détail, mais qui travaille également avec les micro-entreprises, donc les entrepreneurs et des petites PME. Et de l'autre côté, toutes les entités de groupe liées à la mobilité. Donc, on a la filiale leasing, gestion de flotte de voitures, ce genre d'activités. Et donc, en fait, ils avaient une stratégie à la fois très simple et très innovante, celle de profiter des API pour rapprocher l'offre numérique de ces différentes entités. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, on les a aidés à mettre en place, donc, d'un côté, une espèce de couche d'innovation qui permet de rapprocher toute l'offre numérique, les plateformes digitales, de toutes les entités impliquées. Donc, en créant cette couche commune, couche partagée pour créer des services innovants basés sur des API. Et de l'autre côté, créer toute la mécanique nécessaire pour enrichir cette offre avec d'autres produits, qu'ils viennent du groupe ou plus dans l'approche Beyond Banking. On a rajouté des services comme la signature électronique, comme la gestion des offres des mutuelles, etc. Donc, on entre pleinement dans ce terrain de Beyond Banking ou des écosystèmes des services bancaires et extra-bancaires. Donc, en fait, sans faire de grosses transformations, mais en utilisant les API comme moteur de changement qui crée de la vraie valeur métier. Parce qu'on a parlé de la monétisation des API, mais aussi les métiers peuvent en profiter pour la vente croisée, pour augmenter l'expérience client, pour fidéliser leurs clients. Donc, on agit à la fois sur l'expérience client avec des systèmes, des plateformes plus modernes, plus innovantes, mais aussi
avec un impact sur l'organisation, parce qu'on arrive également à profiter de la mutualisation de certains process, ici par exemple pour tout ce qui concerne la gestion des consentements en commun entre les différentes entités ou la diffusion des offres personnalisées auprès des clients de différentes entités. On a vu un vrai impact également sur le volet organisationnel. Merci Xenia. Donc en fait, les API finalement sont ou pourront ou peuvent être un facteur de transformation organisationnelle au sein des grands groupes et permettre des rapprochements de pratiques et l'harmonisation d'un certain nombre de connexions en fait entre les systèmes d'information. Antoine, en fait, lorsqu'on voit l'évolution significative de tout ce qui est open banking, open finance, et lorsqu'on voit venir la DSP3, lorsqu'on voit l'accélération de l'adoption de l'instant payment, lorsqu'on voit la digitalisation des factures qui va devenir obligatoire pour un certain nombre de territoires, etc. En fait, comment l'open banking ou l'open finance vont se situer ou comment ils vont être impactés par toute cette adoption, tous ces changements? Oui, je pense que tout ce que tu as cité fait qu'il va y avoir un alignement des planètes dans les années qui viennent, qui vont faire que vraiment va y avoir une accélération sur l'open banking. Donc c'est des évolutions réglementaires, il y en a 4, si on résume, qui vont amener donc des nouveaux cas d'usage business et donc qui vont accélérer l'usage du paiement compte à compte en Europe. Donc dans l'ordre chronologique, le premier c'est l'arrivée de l'instant payment qui c'est un règlement européen qui a été adopté il y a 2 mois. Et donc qui généralise l'instant payment dans la zone CEPA, donc en Europe, et donc qui oblige les banques et les PSP à émettre et recevoir donc des instant payments en 10 secondes, donc les crédits instantanés en 10 secondes, alors qu'avant on était sur 20 secondes, avec tous les contrôles qui doivent être faits avant ou en temps réel. Et donc, en plus, ça va arriver assez vite, puisque c'est janvier 2025 pour la réception d'Instant Payment, octobre 2025 pour l'émission d'Instant Payment, avec aussi la Verification of Payee, c'est-à-dire qu'en temps réel ou avant, en amont, il va falloir vérifier le matching entre IBAN et bénéficiaire. Et tout ça va être gratuit. Donc, on voit bien que là, va y avoir certainement une adoption massive de ce nouveau moyen de paiement compte à compte. La deuxième évolution qui va aussi dans ce sens-là, c'est la dématérialisation des factures qui arrive après, qui arrive en septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, qui arrive en septembre 2027 pour les petites entreprises et les micro-entreprises. Et du coup, là, on voit bien que qui dit facture dit règlement. Et donc dit API d'initiation de paiement, avec tout l'enjeu, ça va être justement de s'interfacer avec ces nouveaux acteurs, donc les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, les logiciels de comptabilité, les ERP, pour faire de l'embedded finance, on en parlait tout à l'heure. Et donc ça, on voit bien que ça va être un cas d'usage hyper concret de l'utilisation du virement instantané open banking. La troisième évolution, je crois que vous en avez parlé ce matin, de la DSP3. En fait, la DSP3 et le RSP, donc la troisième directive sur les services de paiement et le règlement sur les services de paiement, qui a été donc publié par la Commission européenne en juin 2023. Donc, elle vient finalement pallier toutes les failles applicatives de la DSP2, et il y en a eu. Et pour résumer, ça va surtout venir en fait améliorer la qualité et la performance des API bancaires. Aujourd'hui, en fait, les API bancaires, elles sont plutôt bien sur tout ce qui est agrégation, mais il y a encore du travail à faire sur tout ce qui est initiation de paiement, et donc ça impacte aussi les fintechs. Et donc, comme va y avoir tout ce travail avec les autorités aussi qui auront plus de pouvoir coercitif pour vérifier la qualité des API, la performance avec des critères précis, qu'il va y avoir tout un travail sur la SCA, sur l'authentification forte, etc. Ça va en tout cas améliorer l'open banking et les API d'initiation de paiement et d'agrégation entre les banques et les fintechs. Et le dernier niveau qui va arriver peut-être un peu après, c'est l'open finance avec FIDA.
donc Financial Data Act, qui a été la proposition a été faite le même jour, donc en juin 2023. Et donc ça va être aussi quelque chose qui va accélérer évidemment l'open banking, mais qui va même faire basculer dans l'open finance, puisque la Commission européenne souhaite créer un marché unique de la donnée financière en Europe, et donc ouvre l'obligation de partage des données des clients, non plus qu'au paiement, mais à tout le secteur financier. Donc épargne, investissement, crédit, financement et même assurance. Et donc on voit bien que là, c'est encore la réglementation qui pousse les acteurs historiques à s'ouvrir, à se moderniser, à se digitaliser, à s'apaiser. Et tout ceci, on l'a dit tout à l'heure, ça amène évidemment beaucoup de cas d'usage. Et ce qui est bien aussi avec FIDA, c'est qu'enfin, on parle de compensation pécuniaire des banques pour donc la mise à disposition de ces API. Donc tu disais tout à l'heure que c'est gratuit. Alors la DSP2 et la DSP3, c'est toujours gratuit. Mais là, en tout cas, FIDA, on pourra monétiser ça. Et ça, je pense que c'est aussi un élément important dans la qualité des API, etc. Donc énormément de business et de valeur à créer avec toutes ces évolutions et avec l'avènement de l'open finance. Merci beaucoup. Donc, Emmanuel, il y a plus de données en circulation. Le régulateur est là pour pousser les acteurs historiques à s'ouvrir. Plus de données veut dire plus d'opportunités éventuellement pour des use cases d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui, en termes d'innovation, d'accélérer justement l'apparition de use cases nouveaux en intelligence artificielle en utilisant les API? Qu'est-ce que les API apportent dans l'accélération de cette adoption, notamment par les structures que vous incubez, par exemple, chez vous? Oui. Alors, je trouve qu'avec l'IA, moi j'ai une histoire personnelle, c'est que j'étais diplômé d'IA en 2002. Et en fait, il n'y avait aucun emploi dans l'IA, autre que la recherche médicale, et les jeux vidéo d'ailleurs. Bon, il y avait deux pistes. Parce qu'en fait, pour monter une infrastructure IA avec des technologies ad hoc, avoir les compétences pour structurer le use case, c'était en année en fait. Et donc mener un projet en année dont le résultat, on n'est pas sûr, parce que je rappelle que l'IA, le principe d'apprentissage, c'est qu'on ne connaît pas l'efficacité du système avant qu'il a appris. Donc on ne peut pas écrire un business case droit dans nos bottes en disant ça va marcher forcément à la fin. Et ce que je trouve assez révolutionnaire avec ce qu'on vit depuis 1 an et demi, c'est qu'il y a deux phénomènes totalement paradoxaux qui en fait se combinent extrêmement bien ensemble. On a le monde des API, qu'on a bien décrit, qui est un monde ultra formel. La vie se limite en get quelque chose, ça a tel format. C'est la structure de la structure. C'est carré, c'est écrit, c'est formalisé. Et il y a le monde du langage naturel, celui qu'on pratique tous les jours. Et via l'IA générative, quelqu'un, donc il faut remercier Yann LeCun quand même, qui a inventé un truc incroyable, le Transformer, a réussi à réconcilier le langage naturel et de le rendre compréhensible par des machines et transportable par API. Et fait que nous, à la fabrique, les startups concrets, en fait, on les pousse énormément à utiliser les plateformes d'IA générative. En plus, en France, on est quand même les leaders de ce phénomène avec les Américains sur ce sujet pour inventer plein d'use cases qui sont utilisables directement grâce à des API, si tant est qu'on comprend comment elles marchent quand même, sans qu'ils aient besoin de faire comme moi un master en intelligence artificielle pendant plus de 5 ans, etc. Et ce que je trouve assez fabuleux, même si ça fait un petit peu peur quand même quelque part, c'est que quelqu'un qui ne comprend rien à l'algorithme des transformers peut utiliser les bienfaits. Et d'ailleurs, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a même aujourd'hui des chercheurs qui sont là pour comprendre comment on peut utiliser ces algorithmes. Donc ils font de la science sociale à partir d'informatique en fait, parce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui comment ça marche pas. J'ai vu des exemples typiquement pour Jordan du scoring crédit entreprise qui marche avec des transformers, qui marche plutôt pas mal. Ça m'étonne pas. À la surprise générale de beaucoup de monde quand même, parce que c'est pas du tout les algos qu'on aurait imaginé et que la plupart des professionnels du secteur bancaire avaient en tête. Voilà. Donc je dirais qu'on n'est pas du tout, à la fin de tout ce qu'on peut faire avec ces technologies. Et en fait, ce test and learn permanent, on peut le faire uniquement parce qu'il y a des API qu'on peut utiliser soit directement auprès des vendeurs de pelles, c'est-à-dire les Mistral, les Perplexity, les OpenAI, soit ceux qui font une surcouche par-dessus. Donc nous, la dernière startup qui s'appelle Génial, c'est une surcouche par-dessus qui permet de rendre l'IA générative accessible à des collectivités publiques, à des entreprises de territoire, des gens qui n'ont pas ces compétences de data scientist.
Je dirais que si tant est qu'on est capable d'inventer un modèle économique par-dessus, quand même, je reviens dessus parce que c'est important, parce que tous ces gens-là, par contre, vous avez vu, hein, c'est payant, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est payant. Même si la donnée source, je ne suis pas sûr qu'il l'ait payé très cher, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc si tant est qu'on trouve un modèle économique, je pense que l'avenir est assez fort, et j'aurais juste terminé sur ça. Un algorithme d'IA générative vous exonère de devoir, avec un PM et un PO, lister l'ensemble des règles de gestion qu'il faut faire et tous les use cases différents. Donc en fait, on est capable, sur certains use cases, quand on a accès à une donnée non structurée, de remplacer des jours et des jours de coding uniquement par une mécanique d'apprentissage. Donc en fait, on peut faire à 2, à 3, ce qu'on aurait fait avant à 50. Il faut mesurer quand même les potentialités de cette technologie, si tant est qu'on trouve les bons use cases et le modèle économique. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette ouverture sur l'intelligence artificielle. On comprend que des API matures exposées par les LLM ou l'industrie nouvelle de l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer un certain nombre de use cases et de raccourcir les délais, le time to market pour un certain nombre de use cases dont on ne rêvait pas pouvoir sortir et commercialiser en si peu de temps. Mais ok, les API, finalement, ok, c'est top, on parle que positivement, etc. Mais pour de facto, finalement, les API, c'est que du bien. Il faut finalement, vous ne profitez pas, vous, de facto, d'une certaine déportation de l'expérience client un peu en votre faveur et en faveur des fintechs du même type, ou finalement les API, c'est aussi un glissement stratégique vers un certain nombre d'acteurs ou d'un certain nombre d'activités vers de nouvelles activités. Qu'en penses-tu? Alors, avant de répondre à ta question, je vais répondre à la question d'avant que je préfère. Parce que chez De Facto, on est très, très excité par tout ce qui est évidemment IA et on a essayé d'en mettre de partout. Donc, effectivement, dans tout ce qui est voilà, scoring, là, je parle trop dans le truc. Dans tout ce qui est scoring, donc on a des algorithmes qui viennent classifier de l'information des transactions, et derrière, on a des algorithmes qui viennent nous aider à prendre des décisions d'octroi de crédit. Ensuite, on a mis de l'IA dans tout ce qui est back-office et gestion des opérations. Et l'un des, je dirais, avantages d'être API first, c'est qu'en fait, toutes nos actions de back-office, type, je sais pas moi, relancer un client, changer des informations le concernant, etc., sont exposées par API. Et donc, une IA peut venir prendre des actions. Et donc là, en fait, on s'est retrouvé dans un paradigme où notre directeur des opérations, au lieu de, je dirais, faire des plans de structuration d'équipe, en fait, entraîne des bots pour qu'ils viennent prendre des actions dans notre back-office. Donc c'est très, 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 très excitant. Donc, de temps en temps, l'IA raconte n'importe quoi. Mais voilà, ça reste quand même des cas relativement acceptables. Donc il faut arriver à, je dirais, circonscrire le périmètre potentiel d'action d'un agent dans son back-office, ce qui est un sujet, ce qui est l'un des risques. Donc finalement, je réponds un peu à ta question. L'autre point là-dessus, c'est donc moi, avant De Facto, j'étais cofondateur de Spendesk, qui est l'une des licornes françaises, enfin c'est ça, et qui offre une solution de gestion des achats pour PME. Et en 2018-2019, nos équipes, je dirais clients et sales, nous demandaient, voilà, il faut que Spendesk ait une API pour que nos clients puissent venir en fait consommer les données. Et moi, ma réponse était, j'étais directeur du produit, donc c'était ma décision. Mais ça va, on peut faire des exports Excel, on s'en fout. Ça sert à rien. Donc voilà, j'ai clairement manqué un petit peu de Vista là-dessus. Et donc le risque quand on ne fait pas comme ça d'API, c'est finalement de se retrouver un petit peu isolé. Et donc aujourd'hui, un outil notre conviction, c'est qui n'offre pas un minimum d'API, peut finalement devenir isolé et pas suffisamment intégré dans un écosystème. On observe aussi que du coup, la qualité des API et d'exposition des données en fait, devient un critère d'achat qui prend de plus en plus d'importance. Et donc se pose effectivement la question de si on a un produit qui a une API qui du coup expose ces données à des tiers, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre la relation client et en particulier l'expérience client? Puisque si, voilà, moi je suis Spendesk, j'offre une interface, mais que d'autres interfaces peuvent venir construire par-dessus,
Est-ce que j'ai pas un risque de perdre mon client? Alors là-dessus, je vais citer Steve Jobs parce que ça fait intelligent. Il disait un truc de voilà, si vous n'êtes pas prêt à vous cannibaliser vous-même, quelqu'un d'autre le fera. Et donc notre conviction, c'est que des offres vont se spécialiser dans tout ce qui est saisie d'informations, visualisation de la donnée, et derrière, d'autres offres vont se spécialiser éventuellement par API sur des processus métiers spécifiques comme l'octroi de crédit, le paiement instantané, la dématérialisation des factures, etc. Et donc l'enjeu, c'est plutôt d'être le plus intégré possible à un maximum comme ça d'écosystèmes. Si je peux rajouter rapidement, parce qu'un autre risque, une conséquence désirable ou indésirable de l'APIisation, c'est le découpage de la chaîne de valeur, forcément. Et alors, ce qui nous amène à nous poser la question, quelles sont en fait les parties de la chaîne de valeur qu'on souhaite garder? Et parfois, ça peut être douloureux d'en abandonner quelques-unes, mais finalement, ça ramène à une question existentielle. Et je pense que ça nous apprend aussi de nouer des partenariats. Quelque chose un domaine dans lequel la banque peut encore s'inspirer d'autres industries qui sont un peu plus évoluées, et dans le domaine des partenariats, parce que souvent, même pour construire une coopération avec des fintechs, c'est pas facile, c'est encore plus difficile avec des acteurs de taille importante, donc c'est à la fois une menace, comme tu dis, mais une opportunité de se réinventer en quelque sorte. Mais découpage de la chaîne de valeur, c'est aussi découper les revenus qui en découlent. Et donc, moi, j'ai vu même dans de très grands groupes bancaires où lorsqu'on transforme un produit, on transforme les processus, en fait, les entités commencent à discuter entre elles. Ah non, mais ça, c'était ma commission, comment on va faire, etc., etc. Et les grosses discussions de PNL bloquent aussi le partage de la valeur, enfin, bloquent même les projets de transformation. Qui sont censés être bénéfiques, et les passerelles du type API se voient gelées pour le moment, le temps que les chefs des entités, des silos se mettent d'accord sur le nouveau partage de la valeur. Je voulais dire quelque chose, Emmanuel. Oui, te dire que la chef veut qu'on arrête. Ah bah oui. Non mais tu es bien d'accord que... Non, complètement. En fait, on revient au modèle économique. Si le projet est pris sur un angle technique, en fait, on galère à le financer. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet, en fait. C'est tout. Et si tout le monde y voit son compte d'un point de vue économique, t'inquiète pas, tout le monde vient en réunion, on trouve les solutions, voilà. Mais moi, j'ai compris de Jordan qu'il est prêt à remplacer une bonne partie de ses employés par des bots. Donc peut-être que... Non, pas remplacer, augmenter. C'est toute la subtilité. Non, mais en tout cas, il est venu obtenir l'absolution des erreurs de vision qu'il a eues chez Spendesk, et ça l'a transformé complètement aujourd'hui. En tout cas, je vous absous, mon fils, mais moi, j'ai une anecdote parce que j'étais une des personnes qui a créé un des premiers, démarches d'open banking avant la DSP2. C'était à l'époque, on travaillait pour le Crédit Agricole. Je travaillais pour le Crédit Agricole. On avait créé tout un portail d'API, etc. Et un acteur bancaire que je nommerai pas, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils sont dans la salle, avait sorti exactement les mêmes formats d'API pour me piquer les partenaires digitaux qui bossaient avec moi. Voilà, donc ça illustre bien le système de... les API permettent de collaborer plus facilement, mais ça permet de faire rentrer aussi plus facilement le loup dans la bergerie. Voilà. Donc il faut savoir profiter du mouvement à bon escient. Et je pense effectivement que si on fait rien, il y a des gros risques de désintermédiation, et que les API permettent justement la réintermédiation dans des outils tiers pour être plus proche de nos clients, et que même si la banque, elle disparaît, entre guillemets, elle devient invisible parce qu'on est embarqué dans les parcours des clients, elle reste quand même présente, et c'est ça vraiment qui est important. Et que finalement, tu parlais tout à l'heure, mais c'est des briques de Lego, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais chez moi, qu'est-ce que je prends ailleurs, et en fait, on construit tout son système pour être dans l'écosystème. Sur ces bonnes paroles, je voudrais vous remercier tous pour l'aimable attention, la valeur ajoutée de vos interventions, et on se donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup.